Je vais donner la parole à Armand Martinosian pour son exposé. Donc, les Britanniques avaient obtenu des accords commerciaux dans le Caucase en 1555, mais ils les ont abandonnés au début du XVIIe siècle, lorsque la Compagnie des Indes orientales s'est établie. Ils ont retrouvé de l'intérêt pour le Caucase au XIXe siècle, lorsque la Russie a renouvelé son expansion coloniale. Des régions auparavant considérées comme secondaires pour les intérêts britanniques ont commencé à être perçues comme stratégiques à mesure que l'emprise russe s'est renforcée. Ces évolutions reflètent la rivalité croissante entre la Grande-Bretagne et la Russie. Bien sûr, pris entre ces deux puissances, les marchands locaux ont poursuivi leurs propres intérêts commerciaux non coloniaux, comme les Arméniens, une nation dispersée, présente dans les vastes empires russes, ottomans et perses. Les Arméniens étaient dispersés à travers des territoires entiers d'empires multiethniques et ils ont donc pu prospérer sur une vaste étendue. Cette zone dépassait les frontières impériales où, comme l'écrit Badalian Rig, la diaspora arménienne possédait des liens transimpériaux que la Russie a tenté d'exploiter. En parallèle, les voyageurs britanniques ont également dépendu du pouvoir apparent que les marchands arméniens exerçaient. Mais si les Arméniens étaient locaux, ils n'étaient pas pour autant de simples agents passifs au service des Britanniques. La plupart du temps, ces Arméniens étaient eux-mêmes des voyageurs, ou du moins des marchands itinérants, ce qui les place entre les deux catégories établies par les chercheurs en études de récits de voyage, les voyageurs, travelers, et les voyagés, travelees. Dans son ouvrage de référence, voici comment Mary Louise Pratt l'explique. Ce terme maladroit est construit par analogie avec addressee, destinataire, de même façon qu'un addressee est la personne à qui on l'adresse, un travelee est la personne vers qui un voyage est entrepris, le récepteur du voyage. Comprendre le rôle des travelees est essentiel, car cela déconstruit l'illusion du sujet européen comme source de savoir autonome et monadique. En effet, comme le souligne Pratt, le savoir issu des récits de voyage ne provenait pas seulement de la sensibilité du voyageur, ni de ses capacités d'observation, mais aussi de l'interaction et de l'expérience orientée et encadrée par les travelees. La participation des groupes ethniques a toujours été perçue comme indispensable pour le projet impérial. Ils n'étaient pas de sujets désintéressés, mais des acteurs clés dans les dynamiques culturelles et impériales impliquant les colonisateurs, les voyageurs et les populations autochtones. Ils se sont alors souvent retrouvés au cœur des conflits d'intérêts. Les marchands arméniens, en tant que commerçants, interprètes et médiateurs culturels, ont pu être reçus tantôt comme des partenaires fiables, tantôt comme des corrupteurs rusés et déloyaux. Cette dichotomie apparaît clairement dans le récit de voyage de James Bell, consacré à son séjour en Circasie. L'auteur apprend d'un voyageur arménien qui a été récemment à Anapa que le gouvernement russe a décidé d'y installer 15 000 colons. Cette information permet une analyse politique de l'empire rival des Britanniques. En ce qui concerne les besoins matériels, l'auteur se réjouit que lorsque nos ressources étaient presque épuisées, un Arménien nous a apporté de loin de la nourriture. En revanche, l'auteur se montre irrité à plusieurs reprises par un Arménien qui aurait trompé les Circassiens en abusant de la tradition locale d'échange de cadeaux. Plus précisément, ce marchand originaire de Tiflis confie qu'il a accumulé environ 2000 livres sterling grâce à la générosité de ses populations en les distribuant des cadeaux et les en exigeant un en retour, toujours d'une valeur bien supérieure. Ce même Arménien participe aussi, ou du moins tente de participer, au commerce d'esclaves des filles circassiennes vers les harems de Constantinople, une transaction que l'auteur britannique souhaite empêcher, non par souci humanitaire pour les esclaves, mais par crainte que l'Arménien ne joue un rôle d'espion au profit des Russes. L'auteur explique qu'en permettant à cet individu, dans le contexte actuel, de voyager librement entre les territoires russes et turcs, les habitants risquent de le voir également, je cite, commercer les informations qu'il recueille sur la situation en Circasie avec les ennemis. Les Arméniens donc apparemment bénéficiaient d'une circulation transfrontalière relativement libre au sein des territoires russes et dans leurs zones frontalières. Du point de vue britannique, les Arméniens ont certes été des travelees, voyageurs,
mais la présence britannique dans la région n'a été que temporaire, tandis que les Arméniens ont poursuivi leurs activités économiques ambitieuses après le départ de ces étrangers. En ce sens, les Arméniens ont aussi été des voyageurs, ce qui prouve la distinction entre les définitions de traveler et de travelee. C'est en gardant ces considérations à l'esprit que je souhaite développer mon intervention. Je dresserai d'abord un portrait général ou généralisé des Arméniens tels qu'ils ont été perçus et décrits par les voyageurs britanniques. Ensuite, j'apporterai des exemples plus concrets de coopération et de méfiance dans le triangle de contact culturel, les marchands arméniens itinérants, les voyageurs étrangers britanniques et les voyageurs caucasiens locaux. Les voyageurs britanniques dans l'immense empire russe ont remarqué la présence des Arméniens dans la plupart des grandes villes, où ils ont participé à l'économie locale, à Nijin en Ukraine, à Kishinev à Bessarabie, ou dans plusieurs villes de Crimée, y compris Stary Krim, Karachou Bazar et Armiansky Bazar. Pour passer au Caucase, on peut suivre l'itinéraire de William Glenn, missionnaire écossais, en route vers le village de Karas, où une colonie chrétienne s'était établie. Lors d'une pause, l'auteur remarque un voyageur qui s'est rapproché de nous, au cheval, vite reconnu comme un marchand arménien. Ce dernier a exprimé sa joie de nous voir, nous a dit qu'il habitait le village et nous a invités chez lui. Une fois sur place, Glenn remarque le statut commerçant de son hôte. Dans sa cave, il entreposait divers articles de marchandises, comme de beurre qu'il achetait aux Tatars de Crimée et vendait ensuite à Constantinople. L'auteur félicite ensuite son hôte pour l'accueil chaleureux et le bon dîner. Mais l'Arménien n'est pas se limiter à pourvoir à leurs besoins matériels. Glenn souligne aussi son utilité dans l'acquisition de connaissances. L'auteur et ses compagnons avaient l'intention de visiter les Yamboulouks dans le nord du Caucase, si cela était possible. Pour évaluer la faisabilité du voyage, les voyageurs ont posé quelques questions à l'Arménien et d'après tout ce que nous avons pu apprendre, il semble que ce groupe ethnique s'était déplacé depuis la dernière visite d'un autre voyageur britannique. Il est plausible de penser que l'Arménien connaissait leur nouvel emplacement parce qu'il était lui-même un voyageur, comme Glenn l'avait qualifié plus tôt. Ainsi, la distinction entre traveler et travelee se brouille dans le cas de cet Arménien aussi. Lorsque l'auteur décide de visiter un village voisin avant de rejoindre Karas, les missionnaires sont accompagnés par notre hôte arménien qui, une fois arrivé au village, nous a présenté un frère arménien chez qui nous avons eu une brève conversation avec quelques Tatars musulmans locaux. Ce passage est significatif. D'abord, il relève non seulement l'existence des réseaux bien établis entre les Arméniens du Caucase du Nord, mais aussi leur rôle apparent des médiateurs culturels. Le frère arménien facilite la rencontre entre les travelers écossais chrétiens et les travelees musulmans locaux chez lui. Sur les questions théologiques, les marchands arméniens pouvaient fournir aux voyageurs des savoirs qui leur étaient autrement inaccessibles. Par exemple, Spencer et ses compagnons ont été informés par les marchands arméniens que, dans l'intérieur de l'Aprasie, il existe vestiges des anciens chrétiens chez une tribu appelée Khersivour. Ce principe, répandu à l'époque, fascinait les voyageurs chrétiens désireux de retrouver les traces d'une civilisation antérieure à l'islamisation. Grâce à leur accès plus aisé à ces zones de l'intérieur, les Arméniens itinérants ont permis à Spencer de s'appuyer sur cette information, fondée sur le témoignage concordant de plusieurs marchands arméniens ayant visité cette partie du pays. L'auteur revient sur ce sujet plus tard dans son ouvrage, insistant à nouveau sur le fait que plusieurs marchands arméniens et juifs karaïtes habitués à pénétrer dans l'intérieur du pays ont confirmé l'information que les habitants de certains districts montagneux professent encore le christianisme. Dans ce cas, les savoirs transmis par les marchands arméniens aux étrangers ont encouragé, de manière implicite et probablement involontaire, de futures visites à caractère impérialiste, mais sous couvert d'intérêts scientifiques ou missionnaires. D'un côté, en ce qui concerne la recherche archéologique, l'auteur souligne que les renseignements fournis par les Arméniens pourront guider les recherches des futurs voyageurs désireux d'explorer cette partie des montagnes caucasiennes à la recherche d'antiquités. De l'autre, sur le plan théologique, Spencer évoque la possibilité
ou peut-être même la nécessité d'une future rechristianisation des tribus du Caucase du Nord. Le long du fleuve Terek, Henderson indique que la ville frontalière de Mozdok, située sur la ligne du Caucase, comptait parmi ses habitants des Russes, des Cosaques, des Arméniens, des Géorgiens, des Tatars, des Ossètes et des Circassiens, tous engagés dans diverses activités industrielles et commerciales, la ville étant ainsi un lieu d'une animation et d'un bruit considérable. Lors d'une conversation avec un Arménien qui connaissait la direction du bac, il nous a expliqué certains détails pratiques concernant l'usage des bœufs par les Russes et les Ossètes locaux pour franchir la Terek et attendre la rive opposée. De toute évidence, même au sein de la diversité ethnique de plusieurs villes, ce sont notamment les Arméniens qui semblent fournir aux voyageurs britanniques des connaissances utiles ou alors souhaitées. Arrivés à Tiflis, les mêmes caractéristiques attribuées à Mozdok sont reprises pour cette ville. Le bazar couvert y est rempli de boutiques en tout genre et fréquenté par de nombreuses nations, tous engagés dans un troc bruyant. Armstrong affirme en outre que les Arméniens de Tiflis monopolisent le commerce de la soie, l'une des deux principales productions de la Géorgie, qu'ils envoient en grande quantité à Moscou. S'il ne s'agit pas de monopole, Asher remarque que les différentes boutiques de Tiflis, remplies de produits européens, semblaient en général appartenir à des Arméniens. Par ailleurs, Armstrong ajoute que les marchands arméniens de Tiflis entretiennent des contacts commerciaux avec l'Empire perse. Plus intéressant, Henderson évoque l'archevêque arménien Narcisse, résidant à Tiflis, qui parraine la construction d'une élégante rangée de boutiques et de maisons. Mais au-delà de ses préoccupations matérielles envers ses compatriotes et d'autres habitants de Tiflis, l'archevêque vient aussi en aide aux étrangers dans leur entreprise missionnaire. Lors d'un entretien avec Narcisse, il nous a assuré à plusieurs reprises qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour promouvoir les objectifs de notre voyage, et plus encore, il nous a vivement encouragés à poursuivre notre route vers la Perse, affirmant que nous y trouverions partout des Arméniens prêts à nous accueillir à bras ouverts. Même dans la limite urbaine de Tiflis, Narcisse joue le rôle de médiateur ou de facilitateur culturel en invitant plusieurs personnes influentes de la ville à une réunion dans son monastère pour discuter de la société biblique en général et pour les inciter à mener des actions plus vastes pour diffuser les saintes d'écriture dans toute la région du Caucase. Bien que la guerre a longtemps constitué le cœur des relations entre Russes et populations locales dans le Caucase du Nord, on peut néanmoins mettre en évidence d'autres formes de contact que le conflit armé. Bien avant la brutale subjugation des Circassiens, certains Russes ont tenté d'établir des liens commerciaux avec les montagnards. Mais en 1831, la Russie a imposé un blocus du commerce maritime en mer Noire avec les Ottomans et les Britanniques. D'un côté, l'Empire russe cherchait à couper toute aide étrangère, notamment l'armement parfois introduit en contrebande dans les cargaisons du sel. D'autre part, l'objectif de Saint-Pétersbourg était de rendre les Circassiens si dépendants du commerce russe qu'on pourrait les contraindre à une incorporation à l'Empire. Ou, pour reprendre les termes de Charles King, le blocus était conçu comme une mesure punitive à l'encontre des groupes montagnards qui n'avaient pas encore pleinement reconnu la suzeraineté de l'Empire russe. Alors que la présence russe en Circassie suscitait la méfiance, les Arméniens jouissaient d'une position un peu plus avantageuse. Spencer affirme que les Arméniens sont les seuls marchands étrangers à se rendre à l'intérieur de la Circassie. Aux côtés des Turcs, les marchands arméniens sont, selon Bell, ceux qui traversent le pays dans toutes les directions avec de grandes quantités de marchandises. Malgré leur liberté de circulation apparente, certains s'interrogeaient sur leur loyauté. Il apparaît que ces marchands étaient en contact régulier avec les Russes. Spencer observe dans la petite ville de Bombora des bazars tenus par des commerçants arméniens où l'on vendait des produits manufacturés russes. Un des nobles natifs qu'il croise dans un de ces bazars montrait qu'il ne semblait pas inspiré d'une grande confiance dans la foi russe, contrairement à ses compatriotes d'Annapa, où une forteresse russe avait été construite et où, dans le but de concilier les autochtones et de les corrompre sous prétexte d'échanges commerciaux, les Russes avaient autorisé leur libre entrée et sortie.
La présence de produits russes vendus par des Arméniens à Bombora pourrait donc être perçue négativement. Cette région frontalière entre Russie et Circasie s'avérait particulièrement sensible, les montagnards et les marchands arméniens cohabitant dans un état de proximité inquiétante où le conflit armé compliquait leurs liens économiques. Il s'avère toutefois que tous les étrangers suscitaient la méfiance en période de tension. D'un côté, les Arméniens, décrits comme les principaux commerçants, étaient généralement perçus avec suspicion par les Circassiens. De l'autre, les voyageurs comme Spencer remarquent être très étroitement surveillés par les habitants, notamment parce que ma propre curiosité m'incitait à poser de nombreuses questions à des marchands arméniens rencontrés sur les mœurs et coutumes locales. Ce transfert de connaissances par les Arméniens aux étrangers provoquait donc la suspicion et l'irritation chez les Circassiens. Dans le même temps, l'auteur paraît compréhensif à l'égard de leur position. La Circasie regorge d'espions russes, admet-il. Qui plus est, il précise que ces espions sont rarement des natifs du pays, mais sont principalement des marchands arméniens itinérants. Longworth partage cet avis, avançant que, puisque les Arméniens entretiennent un commerce actif avec la Russie, ils doivent aussi les transmettre des renseignements politiques. Ils insistent sur le fait que c'est par leur intermédiaire que la Russie est informée de tout ce qui se passe dans ce pays et que les marchands arméniens sont les instruments sur lesquels la Russie compte pour mettre en œuvre ses projets commerciaux. Selon lui, les Arméniens, désormais généralisés comme nation, forment une race avide que l'instinct du gain a dispersé à travers tout le Caucase et dont les sentiments patriotiques sont absolument hors de propos puisque, par appât du profit, ils continuent à commercer avec les Circassiens et les Russes. Le rôle de l'Arménien comme partenaire fiable du voyageur britannique dans l'acquisition du savoir est complètement abandonné ici, au profit d'un portrait très négatif de ces marchands, que Spencer lui-même décrit comme une race sordide qui sacrifierait à tout moment l'honneur pour de l'or. Ironiquement, lorsque l'auteur, lui, a besoin d'aide pour rechercher des particles d'or, il doit à nouveau faire appel aux Arméniens, qui m'ont informé que les ruisseaux de montagne en abondent. Si, comme expliqué plus tôt, les informations obtenues par les Arméniens servaient à encourager des voyages missionnaires ou archéologiques à l'intérieur du Caucase, ici encore, les renseignements transmis par les marchands pourraient servir à promouvoir une forme d'intervention ou peut-être d'exploitation économique des ressources naturelles circassiennes par des commerçants britanniques dont la présence serait perçue comme une provocation impériale envers la Russie rivale. Comme nous l'avons vu, les Arméniens étaient présents de longue date en Asie en tant que marchands. Ils étaient bien entendu aussi établis dans des centres urbains européens comme Paris et Vienne, où tous les premiers cafés publics de ces villes ont été fondés par des commerçants arméniens. Oui. Il est essentiel d'étudier les activités de ces groupes marchands locaux afin de contrebalancer une historiographie qui ignore ou minimise souvent leur présence et leur importance dans l'histoire mondiale. Comme le souligne Bailey, sur les routes commerciales eurasiatiques, les Arméniens, entre autres, avaient intégré les systèmes occidentaux courants de comptabilité en partie double et de crédit. Dans les empires islamiques ottomans et mongols également, une économie mondiale et une culture commerciale internationale ont été initiées par les Arméniens, tout aussi développées que celles de l'Europe, bien que moins avancées sur le plan technique. Ailleurs, cet historien du monde insiste de nouveau sur le fait que le commerce et le savoir utile n'étaient pas la chasse-gardée exclusive de l'Europe et des Amériques. Ces arguments viennent corriger les idées préconçues des XVIIIe et XIXe siècles où les marchands européens ont contribué à entretenir l'idée que les tribus provençales, et dans notre cas les marchands itinérants, étaient barbares et avides de monopoles. Merci pour votre attention et voilà mes sources. Passionnant cette histoire, on a vraiment envie d'en savoir plus sur ces réseaux de marchands dans tout le Caucase, mais même au-delà. Donc,